Les États-Unis menacent Israël de couper une partie de l'aide militaire sans amélioration de l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les attaques russes menées ces derniers jours dans le sud de l'Ukraine ont tué au moins 3 civils et en ont blessé des dizaines d'autres. Bruxelles ouvre les négociations d'adhésion pour l'Albanie. Tirana avait déposé sa demande à rejoindre l'Union en 2009. Tour de vis de la politique migratoire européenne. Le sujet est sur la table du Conseil européen. Les États-Unis menacent de couper une partie de l'aide militaire à Israël sans amélioration de l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dans un courrier signé par le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, l'administration Biden se dit profondément préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire dans la région. Washington estime qu'Israël a bloqué près de 90% de l'aide humanitaire acheminée à Gaza le mois dernier. Les États-Unis indiquent également que les ordres d'évacuation ont contraint près de 2 millions de Palestiniens à se déplacer dans un territoire étroit où les risques de contagion sont désormais élevés compte tenu des conditions sanitaires. Les critiques sur la manière dont Israël mène sa guerre contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban se multiplient. Les attaques russes menées ces derniers jours dans le sud de l'Ukraine ont tué au moins 3 civils et en ont blessé des dizaines d'autres. Une femme a été tuée et une vingtaine ont été blessés dans une série de bombardements nocturnes russes qui ont touché la ville ukrainienne de Mykolaïv selon les services d'urgence ukrainiens. Des incendies se sont déclarés à la suite des bombardements qui ont visé un quartier d'habitation. Plus au sud, les attaques russes sur la ville ukrainienne de Kherson ont fait 2 morts selon les autorités locales. 12 drones russes auraient été abattus ce mardi dans 7 oblasts de l'Ukraine selon les autorités locales qui précisent cependant que 4 drones russes auraient été perdus, probablement en raison d'une défense antiaérienne active. Ce mercredi a lieu à Bruxelles le premier sommet entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, auquel assistera notamment le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. À l'ordre du jour de cette réunion, le renforcement d'un partenariat géostratégique pour éviter l'expansion des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine et les conditions d'une coopération économique. Euronews s'est entretenu avec Yassem Al-Boudaoui, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. One of the requests from EU member states throughout the Gulf Summit was for greater recognition and appreciation from Gulf countries regarding the role of Russia as a global security threat, but also in particular, obviously, a threat to the security of Europe, because we haven't really seen that so far. Do you see Russia as a security threat to the world, and do you recognise its threat to Europe, given of its full-scale invasion of Ukraine? Nobody should use any kind of force. I am personally from Kuwait, and I know what is the use of force mean. My country was gone in few hours when Saddam invaded Kuwait in the 90s. So when we talk about dialogue or diplomacy, we talk about the need, the humanity need for dialogue and diplomacy. We make sure that this message gets across to every single partner that we are engaged with. But do you recognise Russia as a security threat, given that they're bombing children's cancer hospitals in Kyiv, and dialogue hasn't worked because it didn't work to prevent Putin from invading Ukraine? Well, there is a Security Council, there is a United Nations where we all can go. It is our court. This is where you need to address these kind of questions. You go to your General Assembly in the United Nations, you go to the Security Council and address it, Sean. Nobody, again, should be singled out on certain issue or certain file. It has to be a comprehensive effort, international comprehensive effort that deals with these kind of questions.
15 ans après avoir déposé sa demande, l'Albanie vient d'ouvrir ce mardi le premier chapitre des négociations en vue de son adhésion à l'Union européenne. Tirana avait déposé sa candidature en 2009 et obtenu le statut de candidat en 2013. Le Premier ministre albanais Edi Rama a pour objectif de siéger à la table du Conseil européen d'ici 2030. It's our aim to complete this process within this decade and be ready to knock at the door of the European Council as a member state. And this, of course, is very ambitious. It takes a very, very large volume of work. L'Albanie doit maintenant négocier les réformes que le pays doit poursuivre pour se conformer à la législation de l'Union européenne. Il s'agit notamment pour Bruxelles de s'assurer que l'Albanie s'aligne sur les principes fondamentaux européens en termes de droits de l'homme et de fonctionnement des institutions démocratiques. And the merits are here. Obviously, if you look at the achievements of Albania in the recent years, be it economy, be it politics, be it social issues, it is obvious that the merits are there. La durée des négociations d'adhésion avec Bruxelles n'est pas fixée. Le Monténégro a commencé en 2012 le processus de négociation d'adhésion sans encore parvenir à son terme. La Croatie est le dernier pays à avoir rejoint l'UE et c'était en 2013. Les États membres semblent esquisser un tour de vis de leur politique migratoire. Le sujet est en tout cas à l'agenda du Conseil européen. Dans une lettre adressée aux capitales, Ursula von der Leyen a proposé d'accélérer les retours et d'ouvrir des centres de rétention dans des pays tiers. La présidente de la Commission s'aligne ainsi sur la demande de 15 États membres de transférer les demandeurs d'asile vers des pays tiers sûrs. 17 pays ont également appelé à accélérer les expulsions des ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été déboutée. With the return hubs, there's a key question is whether the EU member states will find willing partners in order to establish those return hubs, and more than that, also to figure out ways to get countries of origin and transit to comply in terms of readmission. En France, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a fait de l'immigration son cheval de bataille, veut régulariser au compte-gouttes les sans-papiers. En Pologne, Donald Tusk envisage de suspendre temporairement et partiellement le droit d'asile pour lutter contre l'immigration illégale. Le Premier ministre polonais a demandé l'aval de l'UE. Pointés du doigt, la Russie et le Bélarus sont accusés d'orchestrer ces afflux de migrants pour déstabiliser l'Union européenne à la frontière polonaise dans le cadre d'une attaque hybride. De leur côté, l'Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières et les Pays-Bas ont demandé une clause de non-participation aux règles européennes en matière d'asile. This is extremely problematic. The right to asylum is a fundamental right that cannot be suspended even in times of politically declared crisis. It is protected under EU law, under international law, but also by the Polish constitution, which shows that this is not a migration issue alone, but it's a broader rule of law issue. Si la Hongrie ou l'Italie ont par le passé été marginalisés pour leur ligne dure sur la migration, les États membres semblent petit à petit converger dans cette direction. Le gouvernement espagnol envisage de créer un centre d'accueil d'urgence pour les migrants dans un aéroport désaffecté à Ciudad Real, au sud de Madrid. Une proposition condamnée par le maire de la ville. De un centro que es un auténtico campo de concentración para migrantes, en lugar que no reúne las mínimas condiciones humanitarias para atender a esas personas. Le gouvernement espagnol dit lui ne pas encore avoir fait de choix définitif sur le site qui accueillera le centre. Desde el Gobierno de España se estudia cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real. Por cierto, quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, environ 43 000 migrants sont arrivés en Espagne par la mer l'année dernière.
la Suède présente l'un des taux d'homicide liés aux guerres de gangs les plus élevés d'Europe. En 2023, 53 personnes sont mortes dans des règlements de compte. Un jeune homme qui souhaite rester anonyme témoigne des tarifs pratiqués pour des commandes passées au sein de ces réseaux criminels impliqués dans des trafics de drogue. Till exempel Malmö, att spränga port 30 000, sen här döda 800 000 i Malmö. Stockholm 500, Norrköping 500. I Malmö, det är större människor och det är människor som är kapabla till att göra saker tillbaka mot en. Jag har aldrig skadat, jag har aldrig dödat, det har jag gjort många. En Suède, le nombre de mineurs soupçonnés de meurtre a presque quadruplé en un an. Les chefs de gang se tournent vers la jeunesse qui risque des peines moins lourdes que des personnes majeures. Alltså man rekryterar barn ju för att de inte tillräckligt klara i huvudet för att tänka vad som är rätt och fel i den åldern. Och då är det enkelt att manipulera dem med pengar eller annat, till exempel man köper dem något klädplagg i början. Då de tänker jag har ändå varit snäll och ställt upp för mig. Det är så sånt börjar. Sen fortsätter det bara. La montée de la violence des gangs est proportionnelle à l'explosion des marchés des armes et de la drogue qui inondent les principaux ports suédois. En un peu plus de 10 ans, le nombre de fusillades mortelles dans le pays a plus que doublé selon les statistiques officielles. Si la majorité des violences était jusqu'à présent concentrée dans les grandes villes, la criminalité organisée s'étend aujourd'hui à des communes de plus petite taille.